Forêt. Le podcast. Bienvenue dans Moret le podcast. Bon, on n'est pas en direct, mais c'est un peu Radio X télé. On a fait jamais ça à Radio X, mais là, on a l'occasion de le faire dans un endroit absolument magnifique, Morin Center, dans le Vieux-Québec, en compagnie d'Anna Poilievre, la future première dame du Canada. Est-ce qu'on peut le souhaiter? Oui. Mais on verra pour le résultat. Comment ça va? Ça va super. Contente d'être de retour chez moi, comme je dirais. Au Québec? Oui. Au Québec. Puis ici, il y a plein de livres, tout ça. Là, je vous attendais. Là, je suis allé chercher, en fait, l'une de mes deux passions, la poutine et Canadian whisky. Vous prenez pas de whisky, non, mais la poutine. Oui. Quand les gens vous entendent, on comprend que vous avez été élevé au Québec, à Montréal. J'aimerais ça qu'on raconte un peu, qu'on prenne le temps de raconter votre histoire. Vous êtes né au Venezuela. Oui. Vous êtes arrivé jeune à Montréal. Oui. Pourquoi vos parents ont quitté le Venezuela? En quelle année? Comment ça s'est passé? Mes parents, ils ont quitté en 1995. C'était l'été de 95 quand on est arrivé à Montréal. Écoute, j'étais jeune. Tout ce que je savais, tout ce qu'on nous expliquait, c'est qu'on devait quitter pour de meilleures opportunités. Puis quand on est arrivé à Montréal, on était arrivé, mon père, il avait déjà sa sœur à Antique. Fait qu'on a vécu à peu près 1 mois à Antique jusqu'à temps qu'on trouve un appartement dans l'est de Montréal, à Hochelaga-Maisonneuve, entre le métro Langevin et Parle pas français. On est arrivé, on parlait pas français, on parlait pas la langue pas en tout. C'était mon père, ma mère, 2 frères, ma soeur, moi. On était 6. C'était l'été de 95, rendu le mois de septembre, on commence l'école de francisation. 3 mois plus tard, moi, on m'envoie à l'école du quartier déjà. En 3 mois, je m'étais intégrée, j'avais appris, à Montréal, à Hochelaga. Mes parents, eux, ont continué l'année entière pour pouvoir apprendre le français. Mais là, j'étais toute seule dans l'école du quartier. Là. Écoute, petite fille de 8 ans, on mettait la petite clé attachée ici. Il fallait que je m'en aille à l'école toute seule. Mais on s'était intégré vite. Puis je dois vraiment dire à mes parents, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Parce que quand on est arrivé à Antique, il y avait beaucoup de Latinos alentour de nous. On les aime beaucoup. De quel endroit, de quel pays? De tous les pays, du Venezuela, de la Colombie. Mais ma mère et mon père, ils disaient, écoute, si on reste ici, ça va prendre du temps à apprendre la langue. Fait qu'on est allé chercher un appartement. Tu parles trop espagnol? Oui. Faut déménager. Exactement. Fait qu'on est allé à Hochelaga. Écoute, je pense que j'étais la seule Latina dans ma classe. Puis le français, je l'ai appris en 3 mois. Fait que l'intégration s'est faite assez vite. Wow. Oui. Quand on regarde ça, le Venezuela aujourd'hui, puis vous avez quitté avant Hugo Chavez, mais quand on regarde la situation au Venezuela, c'est absolument en déroute. C'est un pays qui est en déroute, c'est un pays qui est pauvre. C'est un pays qui n'est pas pauvre. Il ne devrait pas l'être. La population est pauvre. La population est pauvre, mais les ressources naturelles sont... Écoute, ça devrait être le Dubaï de l'Amérique du Sud parce qu'il y a tellement de pétrole. Fait que c'est les politiques qui ont fait ça. Qu'est-ce que ça vous fait? Parce que vous avez encore de la parenté, là, quand vous regardez la situation au Venezuela. Bien, ça me touche beaucoup. J'ai encore de la famille, puis je suis très passionnée par ce qui arrive là-bas, parce que je vois une opportunité d'aller de l'avant. Quand on se rend compte qu'un pays peut être aussi beau que le Venezuela. Dans les années 70-80, tout le monde émigrait au Venezuela, de partout. Écoute, de l'Europe, du Portugal, de l'Italie, tout le monde allait là. C'était l'endroit. Puis de voir comment que les politiques socialistes ont vraiment endommagé le pays. Ça me passionne parce que je regarde, je fais des parallèles. Mon mari parlait de imprimer de l'argent, ce que ça cause l'inflation. Puis on s'en parlait tout le temps là, en 2020, lui puis moi. C'est comme, regarde ce qui est arrivé au Venezuela. Fait que... Est-ce que c'est Chavez qui était le pire ou c'est Maduro qui était le pire? Bien, les deux, ils vont main à main. Ils vont main à main. Écoute, c'est comme à Cuba, ça continue, ça se passe. Fidel Castro, son frère Raúl Castro, puis ça continue. Puis quand vous regardez ça, la situation, puis on voit la situation de l'immigration aux États-Unis et au Canada, il y a des gangs criminalisés maintenant. Je me souviens pas du nom exactement. Oui, qui viennent du Venezuela. Ça, c'est très inquiétant. Là. Bien, Maduro, on arrête de parler de la politique du Venezuela, c'est le fun. Maduro, ce qu'il a fait... C'est important, parce que ça vous touche aussi. Oui. Vous avez écrit des lettres ouvertes dans le journal, ça, vous avez de la parenté, là. Bien, Maduro, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sorti 28 000 criminels des prisons pour comme créer le chaos un peu.
Fait qu'ils sont allés dans toute l'Amérique latine, sont passés par Panama, Darien Gap, le Mexique, boum, arrivés aux États-Unis. Fait que pour moi, c'est pourquoi aussi je trouve ça important de vouloir être une représentation positive pour la communauté latino, parce que malheureusement, il y en a qui sont là puis qui causent du trouble. Quel message que vous envoyez aux immigrants qui aimeraient ça aller vite? Oui, on arrive, on n'a pas de papier, tout ça. Vous avez passé à travers toutes les étapes. L'intégration, vous avez travaillé fort. Les parents qui sont arrivés, vous avez resté dans un sous-sol à Montréal, à Ahuntsic. Vous avez passé à travers toutes les étapes. Est-ce qu'on a un problème d'immigration au Canada actuellement? Écoute, c'est sûr que s'intégrer, c'est super important. Et pour pouvoir s'intégrer, il y a le nombre qui doit aller conjointement avec la capacité. Mon mari il parle souvent... je parle pas trop de politique généralement, mais vous, je sais que mon c'est vous. Écoute, si on construit pas cette maison, oui. Comment qu'on peut accueillir autant de gens? Comment est-ce que ces gens-là vont pouvoir s'intégrer? Fait que c'est pas juste des deux côtés. C'est pas juste de recevoir autant de gens qui vont pas avoir les outils pour s'intégrer. Il y a l'autre chose, c'est de faire l'effort de s'intégrer aussi. Oui. La société vous intègre, mais il faut faire l'effort de vouloir s'intégrer. Là, il y a des auditeurs actuellement qui vous écoutent, qui vous ont jamais entendu, qui disent « Oh my God, c'est une Québécoise! » C'est une Québécoise. Mais oui, mais c'est... L'accent! Ben, c'est nos valeurs, c'est nos valeurs. Puis comme je dis, je donne le crédit à mes parents. C'est quoi les valeurs? Les valeurs... De travailler fort, c'est les valeurs de... La valeur numéro 1 d'Anna Poilievre, c'est laquelle? Une valeur. Une valeur, c'est responsabilité individuelle. Responsabilité individuelle parce qu'il faut être capable de par soi-même, de sortir de l'avant. Et sous cette valeur-là, il y a plusieurs autres valeurs qui se rattachent, comme travailler fort, être capable de s'intégrer dans la société. Donc, sous cette valeur-là, il y a d'autres choses. On peut pas arriver puis être responsable individuellement puis aller de l'avant puis réussir dans un pays si on n'arrive pas à, d'ailleurs, à être remercié, le pays qui nous a accueillis, oui. De se rendre compte, my God, on est chanceux d'être ici. Puis à partir de là, il faut que je vienne contribuer aussi positivement. Puis ça vient avec toutes ces valeurs-là, dans le fond. Vous êtes une bébé de politique, vous avez rencontré Pierre, puis vous avez travaillé au Sénat par la suite. L'avez-vous rencontré, Pierre, au Sénat, quand vous avez travaillé au Sénat? Parce que vous êtes une bébé de politique depuis des années. Oui. C'est pas la politique qui s'est imprégnée à vous, s'est imposée à vous avec la rencontre de Pierre. Vous étiez une bébé de politique avant. Oui. Avant d'avoir rencontré Pierre, j'étais déjà en politique, mais... Pour qui? Oh my goodness, j'ai travaillé... Au Sénat? Au Sénat. Bien, j'ai commencé au Sénat à l'âge de 21 ans. OK. Je suis partie de Montréal à l'âge de 19 ans. J'étais au Cégep du Vieux-Montréal. J'ai décidé de rentrer à l'Université d'Ottawa en français pour étudier en communication. Puis 1 an plus tard, d'être à Ottawa, j'ai appliqué pour des emplois, puis c'est le Sénat qui m'a appelé. J'ai travaillé pour le sénateur Marcel Prudhomme, sénateur indépendant, Terry Stratton du Manitoba, par après Diane Bellemare de Montréal, Claude Carignan de Montréal. C'est pas les pires, c'est pas les pires. Pas les pires, ouais. Non, écoute, j'ai adoré travailler pour le sénateur Claude Carignan. J'étais conseillère aux affaires parlementaires, il était le chef du Sénat. Fait que j'ai rencontré Pierre quand j'étais avec la sénatrice Bellemare. Comment ça s'est passé? Cette journée-là, ben, on s'était vus 6 fois, puis on s'est... Parce qu'il était député. Lui était député, moi, j'étais conseillère aux affaires parlementaires, adjointe politique. J'avais 25 ans, il avait 33 ans. Puis, on s'est comme croisés 6 fois. Puis, je le sais que c'est 6 fois parce qu'il m'écrit un poème là-dessus. Wow. Il se rappelle de chaque fois. Et à la 6e fois, on s'est retrouvés dans le même ascenseur dans un des édifices du Parlement. Et à ce moment-là, il m'a demandé de... Vous avez mis la broue dans ses lunettes. Ouais, c'est ça. Il m'a demandé d'aller prendre un café. Il y avait ces belles lunettes dans le temps. Mais j'ai emporté moi aussi des lunettes. Ben, c'est correct. Puis j'ai décidé de me faire repérer. Puis j'ai dit, écoute, c'est la meilleure décision. Oui. Je l'ai convaincu. Exact. Je l'ai convaincu. Là, l'ascenseur. C'est un bon move. Qu'est-ce qui arrive? L'ascenseur. On se rencontre à l'ascenseur. Oui. Il me demande pour mon Facebook. Je lui dis, j'en ai pas. C'est un mensonge, bien sûr. J'étais pas certaine. Écoute, j'étais staff, j'étais l'employé. Lui, c'est un député. Mais 24 heures plus tard, je lui ai envoyé un courriel. Puis finalement, ça, c'était lundi 5 novembre, je pense. Mardi, j'ai envoyé le courriel.
Puis le vendredi, on est allé prendre un café, 8h30 le matin. Il est rendu 12h30. Fait que le café est devenu un lunch. Après... C'est souvent de même les premières fois. Hein? Ben, c'était un bon signe. Puis après ça, il m'a envoyé un petit texto dès qu'on a quitté l'endroit à Bottega, à Ottawa. Puis il m'a dit, écoute, je veux te revoir. Fait que ça, c'était vendredi. Dimanche, 11 novembre, on se revoit proche de l'aéroport car il allait prendre un avion pour aller à Calgary. On soupe ensemble. Il manque son vol. Wow! Il m'envoie un message. Tu m'as fait manquer mon vol. Parce qu'on a passé trop de temps ensemble, puis il essayait de m'embrasser. Moi, je voulais pas. Fait qu'on s'est revus cette même soirée-là. On est allé dans un autre restaurant. Puis là, à ce moment-là, quand je suis arrivée, je me suis stationnée. Il était déjà là dans le restaurant, court vers moi, m'embrasse. On rentre dans le restaurant. 11 novembre 2012, on rentre dans le restaurant, puis la madame qui était dans le restaurant nous dit « Ah, vous faites vraiment un beau petit couple. » Fait que là, il me regarde. Dans le temps, il avait des lunettes. Il enlève ses lunettes. Puis il me dit « C'est notre première soirée en tant que couple. » Fait que c'était 3 dates, 2 jours, là. Hey! Qu'est-ce qui a cliqué? Parce que Pierre Poilievre, tu sais, pour les gens qui le connaissent, puis j'ai fait quand même quelques entrevues avec lui, c'est quelqu'un qui a un sens de l'humour et un grand sens de la répartie. Puis c'est quelqu'un qui est sarcastique puis qui va jouer avec l'histoire de la pomme. Bon, les gens se souviennent de ça, la pomme et tout ça. Donc, il peut être très cinglant, mais avec de l'humour et tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui le trouvent arrogant, froid, etc. Mais vous le connaissez, le vrai Pierre Poilievre. Tu peux pas être froid pour avoir marié une Latina. Tu peux pas. Ouais, c'est ça marche pas, hein? Pas. Non. De la neige et du soleil, ça marche pas. Non, mais tu peux pas parce que je suis quelqu'un de chaleureux. Dans le privé, qu'est-ce qui a fait que ça a cliqué puis que ça dure encore avec une belle famille? Ben, c'est un homme qui est passionné. Moi, comme Latina, je suis une femme passionnée. Fait que je pense que souvent, on confond son esprit batailleur et sa passion. On confond ça pour d'autres choses. C'est un homme qui a beaucoup de principes, qui a beaucoup de convictions, qui est passionné. Puis moi, c'est ça que je recherche en quelqu'un qui a de la passion, qui a des valeurs. Fait que ça a cliqué vraiment vite. Écoute, 2 semaines plus tard, il voulait rencontrer mon père. Fait que il y a vraiment des bonnes valeurs, il y a vraiment des bons principes, il est super respectueux, il est vraiment drôle. Il est vraiment... Là, vous dites ça, il y a des gens, on l'aime pas Pierre Poilievre, il est pas drôle et tout ça. Mais tu sais, vous lisez les médias sociaux, les médias même traditionnels, il y a comme un antagonisme entre les deux. Pierre Poilievre, l'autoritaire, comparé à Trump, etc. Certains médias tombent là-dedans. Mais qu'est-ce que ça vous fait de lire quelque chose qui ne correspond pas à la vérité de celui que vous connaissez? Bien, ça me dérange que ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que, écoute, comme on dit en anglais, j'ai thick skin. Écoute, moi, c'est à l'extérieur de vous. Moi, c'est tout ce que les gens disaient sur mon mari, puis moi, puis ma famille commençait à me déranger. Ça durerait pas longtemps. Fait que ça me dérange pas dans ce sens-là, mais ça me dérange dans le sens que ça me surprend quand même un peu au Québec, parce qu'on aime ça, la passion au Québec. Puis je sais pas si c'est peut-être que ça se perd dans la traduction un peu, parce qu'ils parlent plus anglais que français. Mais on aime ça, des gens passionnés au Québec. On aime ça, des gens... écoute, moi, quand je vais au Québec puis que je me mets à débattre ou à des discussions avec mes amis, c'est passionné. Les gens pensent qu'on se chicane pas, on est juste bien passionnés. Puis mon mari, c'est ça, il est passionné, point. Qu'est-ce qu'il veut accomplir, Pierre? Qu'est-ce qu'il veut faire? Puis en quoi vous allez l'accompagner là-dedans? Parce que vous allez être un peu un power couple. Si vous êtes des capotés de la politique, vous en mangez de la politique, vous en parlez tout le temps de la politique. Qu'est-ce que vous voulez changer dans le Canada? Bien, écoute, c'est sûr que c'est le nom de mon mari, c'est lui qui se présente, c'est pas moi qui se présente. Moi, je suis un appui pour lui. Mais vous ne serez pas une première dame dans la cuisine à faire des tartes aux pommes. C'est important d'avoir vous êtes moderne. Oui, non, écoute. Active, moderne. Qu'est-ce qui vous allume là-dedans? Dans ce qui s'en vient, on le sent. Là. On voit les sondages, on les lit. Il y a quelque chose là, qui est en train de se passer. Bien, moi, écoute, je voyage avec mon mari, puis c'est super important d'être à ses côtés. Puis oui, je suis une mordue de la politique. Puis oui, c'est sûr que c'est son nom, c'est lui qui se présente. C'est ça. Généralement, je parle pas de politique spécifique, mais ce que je peux dire, c'est que quand je voyage avec lui, un des plus grands problèmes qu'on voit, c'est l'abordabilité.
Moi, quand je voyage avec lui, puis que j'ai un homme dans le nord de l'Ontario de 75 ans qui vient puis qui me raconte « Écoute, il a fallu que je demande à ma fille de 35 ans si je pouvais déménager dans son sous-sol parce que j'y arrive pas. » Le loyer, il coûte doublement ce qu'il coûtait en 2015. C'est impossible de pouvoir s'acheter une maison à Montréal. Moi, ma famille, on a été capable de s'acheter une maison à Montréal en 98. C'était comme 85 000 $. C'est impossible aujourd'hui. Moi, en 2012, j'avais 25 ans, puis j'ai été capable de m'acheter un petit appartement, 2 chambres à coucher, chaque chambre avec sa petite salle de bain, sur 2 étages. À quelle place? À Orléans, dans l'est d'Ottawa, pour 230 000 $. J'avais seulement besoin comme 20 000 $ dans mon compte de banque, avec une bonne cote de crédit, puis un bon emploi de 50 000 par année. Je l'avais, je venais de graduer, je travaillais pour la sénatrice Bellemare. C'est tout ce que j'avais besoin. J'étais célibataire. Aujourd'hui, c'est impossible, ça. Ça, c'est en 2012, là. Là, on arrive 2015, tout change. C'est le double des prix. C'est impossible, même pour un couple, de pouvoir s'acheter une maison. Fait que l'abordabilité, je pense, si on n'a pas l'abordabilité, si on n'a pas un plan manger puis un toit par-dessus. C'est la base. C'est la base. Puis on n'a même plus accès à la base au Canada. C'est pas normal. Comment on gère la dynamique, le familial? Là, vous êtes venu ici, on vous remercie pour cette entrevue-là. Vous avez d'autres événements à Montréal. Évidemment, c'est le pays qui est grand, puis la campagne va commencer éventuellement, puis vous allez vous promener. Là. Il y a des enfants. Comment on gère les enfants, la dynamique familiale? Il ne faut pas les oublier. Comment vous vous arrangez? Ben, écoute, comme mon mari dit, quand tu maries une Latina, tu maries la famille en entier. Il a dit ça. Au début, oui. Au début, ça fait comme un choc, mais là, il aime ça. Écoute, on aime ça. J'ai ma tante, j'ai ma grand-mère qui sont là-bas en ce moment en train de s'occuper de mes enfants. Ça me permet d'être ici, à la maison, à Ottawa. Fait que ça me permet d'être ici. Fait il y a toujours de la famille pour prendre la relève. Puis nous autres, dans notre culture latine, on grandit comme ta tante, ton oncle, tes grands-parents, c'est des deuxièmes parents. Fait que non, il n'y a pas de babysitter, il n'y a pas de nanny. C'est la famille qui est là, puis c'est une grosse famille unie. Là, ils sont où? Ils sont à la maison? Ils sont dans leur routine, garderie, école. Ils ont été déposés ce matin par ma tante. Ils vont aller les chercher aujourd'hui vers 4h30. La petite routine du souper. Pierre, il arrive à la maison vers l'heure de souper aussi. Fait que, vos frères, vos sœurs, comment c'est, la famille, maintenant, qui chacun a pris le bord de chacun de son côté? J'ai mon frère qui est pas loin. Ben, il est pas loin, il est quand même un peu loin, mais il est à Saguenay, il est à Bagotville. Il est contrôle aérien à Bagotville. J'ai mon autre frère qui est dans la construction à Gatineau, ma sœur qui est infirmière à Gatineau. Fait que une famille unie, puis je suis fière d'eux, de ce qu'ils ont accompli. Ils travaillent fort, c'est des gens qui travaillent fort. Quand on parle des femmes au Canada, et on revient toujours là-dessus, et pourtant, le parti est clair, Pierre est clair, l'avortement. Ouais, mais qui sommes-nous pour en parler? Vous, comme femme, l'histoire de l'avortement, vous lisez ça des fois, vous êtes tanné d'en entendre parler. Coudon, il a été assez clair, il me semble. L'avortement, en tant que femme moderne, canadienne, québécoise, qu'est-ce que vous en dites? Bien, on s'est proclamé là-dessus, je ne sais pas combien de fois, là, pro-choix. Fait que je trouve qu'il n'y a plus besoin d'en parler. Je trouve que c'est juste causer de la distraction. Exact. Ils veulent juste causer de la distraction. On n'est pas en train de parler d'abordabilité pendant qu'ils parlent de ça. Mon mari, moi, on s'est déjà déclaré. Ça fait partie de mes valeurs. J'ai grandi à Montréal, je suis pro-choix. Puis quand on regarde la situation des finances publiques, évidemment, vous ne faites pas de politique, puis vous ne serez pas ministre et tout ça, mais moi, comme Canadien, je regarde ça, puis je me dis, moi, j'ai 2 gars, 18 ans, 20 ans, moi aussi, la question de l'abordabilité, tout ça. Puis la question, Québec-Canada, chaque Canadien qui vit au monde, 57 000 de dettes. Et le petit bébé vient de sortir du ventre de sa mère, 57 000 de dettes. Ouais. Moi, ça m'inquiète énormément. Là. Quand vous regardez la situation au Canada, au-delà de l'abordabilité, comme femme, comme Canadienne, qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Qu'est-ce qui vous interpelle le plus? C'est-tu la sécurité? Est-ce que c'est l'économie? Parce que la question de la sécurité aussi. C'est les deux. Écoute, absolument. Écoute, moi, j'ai travaillé comme conseillère d'affaires parlementaires pour le sénateur Claude Carignan, puis un des dossiers, un des comités dans lequel j'étais à charge, c'était le comité d'affaires juridiques et constitutionnelles. C'est là qu'on voyait tous les amendements au code criminel. Fait que certainement, on amène nos enfants. On a beaucoup de gens qui vivent maintenant dans un pays qui n'est pas très sécure, qui n'est pas abordable. C'est la base. On est en train de perdre la base de ce qui était le Canada. À cause du wokisme.
Entre autres. Entre autres. Ça vaut... Quand vous voyez ça, les politiques woke, pas juste au Canada, je veux dire, c'est rendu dans le monde. C'est quoi votre réaction par rapport à ça? Encore là, c'est pour créer des distractions. Ça crée des distractions de nous diviser dans des sous-groupes. Ça brise les familles. Bien, ça brise les familles, puis ça nous divise dans des sous-groupes. Puis selon moi, le but de progresser, c'est de ne pas être divisé. Le but de progresser, c'est d'être jugé par ton propre mérite comme personne, au lieu de, Anaïda, la femme latina qui est... Ça n'a pas de sens pour moi. Moi, je vais être jugée par mon propre mérite parce que je suis capable d'accomplir. Puis là, on nous divise dans des sous-groupes. Chaque individu a une valeur et sa réussite, c'est à cause de cette personne-là et non à cause du sous-groupe auquel tu appartiens. Il faut juger la personne par ce qui il ou elle sont. Point final. Comment vous passez vos journées pour le reste? Mes journées occupées, écoute, je me promène entre... Vous lisez quoi? entre 3 chapeaux différents. Vous lisez quoi ces temps-ci? Je viens de lire pour la 2e fois parce que je viens d'aller voir Ryan Holiday, qui est un écrivain qui a écrit le livre The Obstacle is the Way. Je sais pas comment on traduire ça en français, l'obstacle et le chemin. Donc, c'est pour t'écrire plus fort. Je viens de le lire une 2e fois en ce moment parce que j'ai été le voir il y a pas longtemps à Toronto. Il y avait un événement. Fait que je lis beaucoup sur le stoïcisme. Le stoïcisme? Oui. Oui. Peut-être élaboré sur le stoïcisme. Mon livre en ce moment, c'est peut-être des livres Méditation de Marcus Aurelius. En ce moment, c'est pour relaxer, oublier, pour relaxer, pour penser à d'autres choses? Non, c'est pour te construire comme individu. Tu as une responsabilité de te construire avec une force interne qui avec va le plein te potentiel. guider. Oui, exactement. Qui va te guider dans la vie, peu importe. On passe tous, tout le monde a une histoire, tout le monde passe à travers des moments difficiles et tout ça. C'est sûr que moi, mon chemin en ce moment est un peu différent de ce que je m'attendais dans la vie. Je n'aurais pas cru être ici un jour. Mais c'est un success story, pareil. Oui. Mais une petite immigrante qui arrive à Montréal, qui a appris le français, puis qui a réussi, avec son guts, à monter pareil. Le côté entrepreneur, voulez-vous l'amener, ça aussi? Absolument. Parce que moi, j'ai écouté des entrevues de vous, entre autres, une longue entrevue en espagnol. Vous racontez que vous voulez vous impliquer dans le milieu de l'entrepreneuriat. Je trouve ça intéressant. Comment tu as compris ça? En espagnol, tu parles espagnol? Un peu. Mais là, je vais ménager l'oreille de mes auditeurs. Intéressant. Mais il y avait un site Internet que vous avez lancé aussi, Pretty and Smart. Oui. Est-ce que ça fonctionne encore? J'ai pas eu le temps. Ça date un peu, mais j'ai aussi d'autres initiatives. L'avancement au féminin que j'ai fait avec Vanessa Mulroney. Puis on va avoir un événement à Montréal en janvier. C'est vraiment pour créer une connexion entre les femmes qui veulent se lancer en entrepreneuriat puis des femmes qui ont déjà réussi. Parce que, écoute, j'aurais jamais cru être où ce que je suis aujourd'hui. Puis avec ce nouveau succès, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent pour moi. Puis moi, je veux pouvoir passer ces contacts pour l'autre génération, des jeunes femmes qui veulent réussir. Donc, si je peux connecter des PDG qui ont réussi avec des jeunes femmes qui veulent, pourquoi pas? Oui, c'est bon. Oui, ça s'appelle l'avancement féminin, j'ai ça. Puis oui, l'entrepreneuriat, moi, je continue. Écoute, mon mari devient premier ministre du Canada demain. Puis moi, faut que je continue aussi, moi, en tant que femme. Exact. Dans mes rêves, mes ambitions, ce que je veux faire. Comme maman et comme épouse aussi, je veux continuer à l'appuyer. Avez-vous un modèle de première dame? Il y en a eu, évidemment, on évolue, je comprends. Moi, personnellement, j'ai connu Aline Chrétien par ma famille. Je viens de Shawinigan et on a côtoyé les chrétiens. Aline Chrétien, c'est une femme qui est plus traditionnelle, mais en même temps féministe dans son temps, très impliquée. Puis c'était la conseillère numéro 1 de Jean Chrétien. Quel est votre modèle dans les grandes dames? Est-ce que vous avez commencé à vous imprégner tranquillement de ce rôle-là? Quel genre de modèle de première dame vous aimeriez? C'est difficile de chercher un modèle parce que, de un, il n'y a pas un rôle officiel. Non, il n'y en a pas de rôle officiel. Fait que chercher un modèle, c'est comme chercher non, mais dans les personnalités, dans le genre d'implication. Puis deuxièmement, c'est que je veux rester authentique à qui je suis. Fait que pour moi, c'est pas une pièce de théâtre. Non, fait que moi, chercher un modèle, c'est comme si je cherchais à m'adapter à devenir quelqu'un d'autre. Mais des conseils, j'en ai reçus. J'ai reçu des conseils. Lesquels? Mila Mulroney, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup par rapport à comment elle a géré tout ce qui est sa famille et comment elle a appuyé son mari.
Parce qu'elle avait des enfants qui étaient jeunes. Écoute, Nicolas, il est né à 24 Sussex. Fait que moi, j'ai beaucoup admiré comme elle a gardé la famille unie qu'elle a passé. Ils ont passé à travers beaucoup de choses, les Marines. C'est une famille très unie. Puis en politique, c'est pas facile. Fait que beaucoup de conseils par rapport à ça et comment appuyer mon mari par rapport à ça. Lorraine Harper, je lui ai parlé aussi. C'est une femme qui est très pratique. Et moi, je suis une femme pratique aussi. Il y a peut-être moins de public que Mila Mulroney. Moins public, c'est ça. Mais très importante. Mais très importante derrière les coulisses. Puis une femme qui était très pratique aussi, comment elle gérait les finances de la famille et tout ça. Fait que j'ai eu des bons conseils. Les finances, c'est vous, la ministre des Finances à la maison? Les deux. Mais moi, je suis très frugale, très... Oh! Quand même! Ouais. J'aime ça acheter des choses usagées. J'aime ça... tous les vêtements, économiser, réutiliser. Ah oui, absolument. Ouais. Je pense que c'est peut-être pour ça que Pierre, quand il a vu... Il est gratteux? C'est la bonne. Il n'est pas gratteux pantoute. Il est gratteux, mais il n'y a personne qui écoute. Là. Non, il n'est pas gratteux pantoute. Écoute, lui, il ne me pose jamais de questions sur mes dépenses. Mais parce qu'il sait que je suis responsable. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. C'est bon. Ben merci beaucoup, quand même. Peut-être qu'à un moment donné, on va vous voir en campagne électorale. Est-ce qu'on sent déjà plus la sécurité? Est-ce qu'on sent quelque chose qui s'est transformé un peu dans vos vies, l'encadrement, les jeunes qui sont peut-être plus protégés, plus de sécurité? On en a besoin. Puis, comme je disais, mon mari, je te demande pas beaucoup. Moi, je suis là-dedans avec toi à 100%, mais la sécurité, on en a besoin. Absolument. Ouais. Merci beaucoup. Merci, mais ça me fait plaisir. Joyeux Noël. Oui. Feliz Navidad. Voilà. El espagnol, muy bueno. Ben voilà. Excellent.